Les amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez venir avec moi direction la Nouvelle-Orléans aux États-Unis pour y célébrer le carnaval. Ah, le carnaval, un événement connu dans tous les États-Unis et au-delà. Et oui, les célébrations commencent au moins 2 mois avant Mardi Gras, c'est-à-dire le jour de l'Épiphanie, le 6 janvier. Alors pour les connaisseurs, l'Épiphanie c'est une fête catholique qui commémore la manifestation de Jésus enfant au roi mage venu l'adorer. Pour les autres, c'est le jour où vous vous mettez sous la table pour choisir à qui ira quelle part de galette des rois. Les célébrations prennent une ampleur importante 2 semaines avant Mardi Gras. Il y a au moins un défilé par jour et c'est un minimum. Et alors que le jour du Mardi Gras approche, les défilés deviennent toujours plus nombreux et impressionnants, accompagnés par des parades de chars tous plus sublimes les uns que les autres. Et sur ces chars, on trouve des festivaliers aux costumes les plus impressionnants les uns que les autres. Et là, vous vous demandez, mais Baptiste, quel est le rapport entre l'endroit où tu te trouves et le carnaval de la Nouvelle-Orléans Alors où suis-je ? Eh bien les amis, je suis actuellement au mémorial de l'abolition de l'esclavage à Nantes. Et là, normalement, vous commencez à faire le lien entre Nantes et la Nouvelle-Orléans, la traite atlantique. Un sujet assez difficile à aborder, puisqu'on parle ici de la déportation de près de 12 millions de personnes au total durant toute la traite atlantique, du XVIe au XIXe siècle. Parmi ces 12 millions, la ville de Nantes est à l'origine de la déportation de plus de 500 000 esclaves noirs d'Afrique vers les possessions françaises en Amérique. En Louisiane, de nombreux esclaves noirs en fuite, qu'on appelle les marrons, sont accueillis par des tribus amérindiennes. Pour honorer ce passé de solidarité interraciale, certains habitants de la Nouvelle-Orléans défilent aujourd'hui vêtus des costumes les plus impressionnants du carnaval. Ce sont les Black Masking Indians. Bon, mais parce qu'évoquer ce sujet est assez complexe, je serai accompagné tout au long de cette vidéo par Aurélie Godet, maîtresse de conférence en histoire des États-Unis à Nantes. Bonjour Aurélie. Bonjour Baptiste. Et je te propose du coup qu'on en discute après le générique. Bien Aurélie, je suis ravi que tu m'accompagnes sur cette vidéo. J'ai dit en introduction que tu es maîtresse de conférence. C'est quoi ? Que fais-tu ? Ça veut dire très concrètement que mon temps se partage entre l'enseignement et la recherche. Donc côté pédagogique, j'enseigne l'histoire des États-Unis à des étudiants anglicistes dont le niveau va de la licence 1 au master 2. Et côté recherche, donc ça fait, j'ai travaillé quelques années sur les mouvements conservateurs aux États-Unis, mais maintenant ça fait 8 ans que je travaille sur l'histoire de la Louisiane, de la Nouvelle-Orléans en particulier, et puis sur l'histoire de la circulation des pratiques culturelles dans le monde atlantique du XVIIe siècle au XXe siècle. Et là, le manuscrit que je rédige actuellement, qui s'intitule Festive City, porte sur la façon dont la réputation festive de la Nouvelle-Orléans s'est construite de 1718 à la période la plus contemporaine. Et du coup, tu travailles au CRINI, c'est ça ? Oui, donc c'est le CRINI, c'est le labo auquel j'appartiens, mais je pense que la mieux placée pour en parler, ce serait peut-être Karine Durin, qui est la directrice de ce laboratoire. Ok, bah appelons-la alors. Pipou, pipou. Bonjour, je suis Karine Durin, directrice du CRINI, le centre de recherche sur les identités, les nations et l'interculturalité, équipe de recherche qui est située à la Faculté des langues et cultures étrangères de Nantes Université. Le laboratoire célèbre cette année ses 30 ans d'existence. Il réunit une 50aine de membres, depuis les jeunes chercheurs, doctorants, chercheurs confirmés et professeurs émérites. Il accueille également fréquemment des chercheurs étrangers qui participent aux activités. Alors faire de la recherche, c'est faire de la recherche dans une équipe avec une forte dimension collaborative qui permet l'innovation de la recherche, l'exploration de nouvelles thématiques, le développement de l'interculturalité, de la pluridisciplinarité. Le CRINI réunit des chercheurs qui sont des linguistes, mais pas seulement des linguistes. Ce sont des spécialistes des cultures en tant que représentation, pratiques culturelles, spécialistes de l'histoire, de la civilisation, de la littérature et des questions d'art et d'esthétique. Ils travaillent sur l'Europe, les Amériques, ces objets divers, corpus, archives, images et périodes longues et actualité des problématiques dans les sociétés contemporaines. Le socle fédérateur
et l'analyse des processus de construction des identités. Merci. Et Aurélie, en plus de toutes tes activités de chercheuse, tu as participé au catalogue d'une exposition temporaire qu'on pourra voir à partir du mois d'octobre 2022 au musée du Quai Branly à Paris sur les Black Indians, une tradition festive afro-américaine propre à la Nouvelle-Orléans et qui donne depuis toujours une saveur bien particulière au carnaval de la ville. Et là, Aurélie, j'ai déjà plein de questions qui se bousculent dans ma tête. Déjà, comment on est passé de la réalité de l'esclavage à celle de la fête? Et puis, d'abord, de quand date le carnaval de la Nouvelle-Orléans? Tu as participé à monter une exposition au musée du Quai Branly. Comment c'est arrivé là tout ça? Je veux dire, cette exposition, il a fallu faire des recherches très nombreuses. Pour cette exposition encore, il a fallu remonter loin dans le temps. Et on parle d'une histoire assez violente tout de même, parce qu'on parle de la colonisation du continent américain par les Européens, avec tout ce que ça implique. Ensuite, il a fallu conserver tout ça, les expliquer, connaître le contexte de tous ces objets pour qu'on puisse lire ces fameux petits panneaux qu'on trouve absolument partout, choisir les objets exposés, les autres non, etc., etc. Et heureusement que tu es là pour m'aider dans cette tâche, Aurélie. Donc, avant que je te pose toutes ces questions, il faut remonter dans le temps, carrément à la fondation de la Nouvelle-Orléans et à l'exploration du fleuve Mississippi. Un fleuve qui est tellement long qu'il va jusqu'à la frontière canadienne aujourd'hui et qu'il faudra encore plusieurs générations pour l'explorer entièrement. Nous sommes en 1673. Les Européens connaissent l'existence du fleuve depuis 1519 grâce aux explorateurs espagnols. Mais ce sont les Français, Louis Jollet et Jacques Marquette, qui se lancent dans son exploration. 9 ans plus tard, toute la vallée du Mississippi est revendiquée par la couronne de France. Le fleuve est renommé fleuve Colbert, du nom du ministre de Louis XIV, et la région est renommée Louisiane, en l'honneur de notre bon roi Louis. Quant à la ville de la Nouvelle-Orléans, elle est fondée en 1718 par Jean-Baptiste Lemoyne de Bienville, deuxième gouverneur de la Louisiane en hommage au duc d'Orléans, alors régent en attendant la majorité de Louis XV. Avec un nom pareil, il était évident que cette ville allait avoir un grand destin, et c'est d'ailleurs en 1722 qu'elle devient la capitale de la colonie. Alors cette idée de grand destin est peut-être à nuancer parce que il y a un fossé en fait assez énorme à cette époque entre les rêves des promoteurs de la colonie, la Compagnie des Indes en particulier en premier lieu, et puis la réalité du terrain. Donc derrière le rêve urbain vendu par la littérature de l'époque et par la cartographie de l'époque, il y a en réalité un village balayé par les ouragans, qui est reconstruit plusieurs fois et qui est souvent isolé de la métropole et qui vit en réalité dans une extrême précarité sanitaire et alimentaire. Et si la ville se construit selon un plan géométrique imaginé par l'ingénieur et architecte français Adrien de Pogé, la population de la Nouvelle-Orléans est dès l'origine très hétéroclite. Trappeurs, esclaves, fermiers par exemple, ce qui rend les structures sociales plus malléables. Cohabitent ainsi dès l'origine des colons français, une population créole issue de la traite négrière et des Amérindiens, parce que oui, la région n'était pas inhabitée, même si elle était quasiment vide. Normalement, vous le savez, avant l'arrivée des Européens, l'Amérique du Nord comptait dans les 7 millions d'habitants, mais face aux infections virales et bactériennes bien de chez nous, la variole, la grippe, le typhus, le choléra, la peste, les oreillons, la rougeole ou encore la rubéole, que du beau monde, eh bien on estime que les Amérindiens n'étaient plus que 375 000 en 1850. Pour pallier à ce manque de main-d'œuvre, la compagnie commerciale gérant la Louisiane importe environ 6 000 esclaves entre 1719 et 1743 via le commerce triangulaire que vous avez vu en classe de 4e, dont Nantes fut l'un des grands ports. Une partie de ces esclaves vont parvenir à fuir leurs conditions en se cachant dans les marécages ou à la Nouvelle-Orléans, au point qu'en 1761, près de 30% des habitants de la ville sont d'origine africaine. Et c'est finalement un texte édicté par Colbert en 1685 et surtout signé par le roi de France Louis XIV la même année, qui est appliqué en Louisiane à partir de 1724, qui va permettre en quelque sorte le carnaval de la Nouvelle-Orléans, puisqu'il précise que les jours de fête chrétienne ainsi que le dimanche sont obligatoirement chômés. Alors Aurélie, que vont faire ces milliers d'esclaves qui ont été déportés à partir de là ? À partir de là, c'est un processus de créolisation assez classique qui va se produire finalement. Les colons français, lorsqu'ils arrivent en Amérique, ont dans leur bagage, si j'ose dire, un cadre culturel catholique basé sur un certain nombre de fêtes chrétiennes, dont d'ailleurs la toponymie locale rend compte, puisque en Nouvelle-France, on a un fort de l'Assomption, on a des îles Chandeleur dans le golfe du Mexique, et en Louisiane, donc le carnaval est célébré de manière irrégulière,
sans doute, mais en tout cas quasiment dès les débuts de la colonie. On a ainsi un père capucin, le père Raphaël, qui se plaint dès 1725 que les colons français préfèrent finalement célébrer les jours gras à la célébration du carême. Et en 1730, on a la première trace écrite du carnaval dans le manuscrit d'un employé de la Compagnie des Indes, Marc-Antoine Caillot, qui donc participe à une mascarade le jour de lundi gras 1730. Alors, qu'en est-il des pratiques festives africaines en Louisiane? Alors, longtemps, on a cru qu'elles avaient été totalement annihilées par la traite, par ce passage du milieu. En réalité, elles ont trouvé à s'exprimer dans le cadre culturel catholique francophone, et elles se sont finalement exprimées à la marge, dans des espaces tels que les tavernes, les cabarets, et souvent à l'arrière de la ville, la zone qu'on appelait back of town. Et au sein même donc des ethnies africaines représentées en Louisiane, même s'il y a une dominante Bambara, c'est-à-dire issue de l'Afrique de l'Ouest, du bassin de la rivière Sénégal, ces ethnies vont finalement, au travers de la sociabilité festive, entamer donc un processus de créolisation, un langage commun, festif, musical, autour de la danse aussi, qui va donc rendre cette population africaine afro-américaine ou créole. Et parallèlement, on observe un début de solidarité festive ou fraternité festive interraciale, puisque rapidement, on a des traces de pratiques festives qui impliquent à la fois des esclaves africains et des populations amérindiennes locales. C'est le cas lors de la période coloniale française, la période coloniale espagnole et également au début de la période états-unienne, où on a par exemple les écrits d'un voyageur, un pasteur du nord des États-Unis, qui dit qu'il a assisté à des danses sur Congo Square, lors de laquelle il a également observé des fils de la forêt, ce par quoi il entend probablement des populations amérindiennes. Alors, avançons un petit peu dans le temps si tu veux bien Aurélie, nous arrivons en 1763 à la fin de la guerre de 7 ans qui oppose notamment la France alliée à l'Autriche et la Grande-Bretagne alliée à la Prusse, auxquels se joignent de nombreux autres pays européens. Bref, on part sur une belle défaite française qui perd une grande partie de ses colonies en Amérique du Nord. Le Canada ainsi que la rive orientale du Mississippi sont cédés à la Grande-Bretagne. La Nouvelle-Orléans et la rive occidentale du fleuve sont remises à l'allié espagnol. De toute façon, on n'avait plus vraiment les moyens de s'en occuper. La guerre nous ayant ruinés. Mais 40 ans plus tard, en 1800, dans un traité d'alliance, l'Espagne rend la Louisiane à la France du premier consul Bonaparte, qui récupère donc un immense territoire allant du sud des États-Unis actuels jusqu'à la frontière canadienne. La première République française avait pour projet de rétablir un empire colonial français en Amérique du Nord. Cependant, face à l'échec de la France à mater une révolte à Saint-Domingue, qui constitue la première révolte d'esclaves réussie du monde moderne, et surtout face à la perspective d'une nouvelle guerre avec le Royaume-Uni, Napoléon se dit que ce nouveau projet d'empire colonial n'est finalement pas une si bonne idée, et il vend alors la Louisiane aux États-Unis qui sont devenus indépendants depuis 1783. Ces États-Unis, qui récupèrent donc la Louisiane en 1803, sont déjà divisés. Au nord, plusieurs États américains ont déjà aboli l'esclavage, tandis que dans le sud du pays, l'esclavage occupe une position centrale dans l'économie, notamment dans le secteur agricole où travaillent des millions d'entre eux dans des plantations de tabac ou de coton. Avant la guerre de sécession, on compte dans les 4 millions d'esclaves dans le pays. Lorsque Abraham Lincoln remporte les élections de 1860 sur un programme visant à stopper l'expansion de l'esclavage, 7 États esclavagistes font sécession pour former la Confédération. C'est le début de la guerre de sécession le 12 avril 1861, qui s'achève 4 ans plus tard, en 1865, après avoir causé la mort de plus d'un demi-million de personnes. Après la victoire de l'Union, la Constitution des États-Unis d'Amérique reçoit alors son 13e amendement qui abolit l'esclavage le 6 décembre 1865. Ni esclavage, ni servitude involontaire, si ce n'est en punition d'un crime dont le coupable aura été dûment condamné, n'existeront aux États-Unis ni dans aucun des lieux soumis à leur juridiction. Et donc, Aurélie, cette émancipation a changé quelque chose au niveau festif ? J'imagine que le carnaval de la Nouvelle-Orléans a dû radicalement changer de visage après tous ces événements, même si le Sud s'enfonce dans la ségrégation raciale ?
Oui, donc dans un premier temps, effectivement, l'abolition de l'esclavage va constituer un terreau festif important en Louisiane. On assiste à une multiplication de défilés ou de processions afro-américaines à la Nouvelle-Orléans dans les années notamment 1870. Mais cette libération est de courte durée puisqu'assez rapidement, effectivement, on repasse sous un régime législatif ségrégationniste qui va entraver la liberté de mouvement des anciens esclaves et qui va faire du carnaval de la Nouvelle-Orléans un carnaval quasi suprémaciste blanc, c'est-à-dire que dans les années 1880, le carnaval officiel se recentre autour d'organisations blanches qui organisent des défilés et qui en profitent pour faire passer des messages anti-reconstruction et ces défilés parfois donnent lieu ou aboutissent à des manifestations violentes dans l'espace public néo-orléanais. Là, il y a une sorte de réaction épidermique, en fait, tout d'un coup, les anciens esclaves sont libres, et ils peuvent se déplacer, organiser des défilés, et effectivement, il y a une contre-réaction de l'élite blanche. Ouais. Donc la tradition processionnelle des Black Indians, elle peut être vue comme un contre-carnaval, ou une réaction, en tout cas, à ce nouveau carnaval officiel blanc suprémaciste. La tradition est attestée à partir des années 1890, même si récemment on a pu découvrir des articles de journaux des années 1880 qui semblent pointer vers l'existence de cette tradition, avec notamment des festivaliers noirs qui font usage de cris indiens, de cris de guerre indiens dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Donc s'agit-il déjà de Black Indians? On n'en est pas certain. Mais voilà, à partir de là, la tradition est attestée et ensuite elle va évoluer. Donc elle va à la fois s'institutionnaliser et se fixer et en même temps évoluer à la marge. Les pistes d'évolution au XXe siècle sont notamment les suivantes. La tradition va s'esthétiser, c'est-à-dire qu'on va être de moins en moins dans la confrontation physique entre Black Indians et plus dans une confrontation esthétique, une compétition esthétique. D'autre part, les traditions Black Indians vont être découvertes par, on va dire, les médias locaux dans les années 1960. Les premiers Black Indians vont enregistrer la musique qu'ils chantent dans les rues, dans des studios. Et à partir de là, il va y avoir une commercialisation croissante de ces traditions Black Indians. Donc aujourd'hui, on peut voir des Black Indians au festival de jazz Jazz Fest à la Nouvelle-Orléans. Donc voilà, il y a cette commercialisation qui fait débat évidemment localement. Donc en lien avec cette commercialisation, on a une patrimonialisation de ces traditions puisqu'elles vont faire leur entrée dans les musées, donc dans des espaces où elles sont mises en valeur, mais également pour certains un peu rendues moins actives finalement. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est le passage d'une présentation de soi dans les tribus Black Indians axée sur l'indianité à une présentation de soi qui va plus mettre en avant l'Afrique. Et ça, c'est une tendance qu'on observe depuis les années 1990. Il y a eu un activisme, en tout cas une combinaison d'activisme esthétique et politique chez les Black Indians qui a conduit à mettre en avant les symboles de l'Afrique. Et ça se voit très clairement sur les costumes des Black Indians, où on voit des broderies voilà, honorant le passé africain de la Nouvelle-Orléans, autant à égal avec le passé indien de la ville. Et du coup, je m'interroge, est-ce que ça intéresse beaucoup les chercheurs, ce sujet-là des Black Indians? Parce que j'avoue que j'en ai jamais entendu parler. Oui, donc en réalité, ça fait assez longtemps que les chercheurs s'intéressent aux Black Indians. Je dirais qu'il y a eu 3 grandes vagues d'intérêt pour ces traditions. Dans les années 30, sous l'égide du New Deal de Roosevelt, toute une équipe d'ethnographes, de photographes, d'écrivains va collecter des matériaux folkloriques de Louisiane et notamment va s'intéresser aux pratiques Black Indians. Donc on a une première étape voilà, de collecte de données, des données qu'on utilise encore aujourd'hui en tant que chercheurs. Une deuxième vague d'intérêt pour ces traditions dans les années, au début des années 70 et années 80, au moment où justement la tradition se commercialise un peu plus, donc elle rentre dans l'espace médiatique mainstream, si on veut.
Et puis plus récemment, une troisième vague qui, à mon avis, est liée vraiment à la diffusion de cette série Treme qui se passe à la Nouvelle-Orléans, qui met en avant un personnage de Black Indian, notamment dans l'après-Katrina. Et là, suite à la diffusion de cette série sur HBO, on a eu un afflux d'ethnographes qui viennent donc observer ces traditions. On a même pu parler d'engorgement du terrain, très clairement. Lors des processions Black Indians, il y avait quasiment autant de photographes que d'acteurs des traditions. Donc là, moi, je m'inclus dans cette troisième vague de chercheurs qui s'y intéressent, mais les questionnements se sont renouvelés à chaque fois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va plus s'intéresser à la question, par exemple, de la participation des femmes dans les traditions Black Indians, ou à la manière dont elles sont représentées dans les médias. Donc ce sont des questions un peu nouvelles qui occupent les chercheurs aujourd'hui. Certaines pistes, malgré tout, sont encore insuffisamment explorées, à mon avis. Et il y a notamment la question de la soi-disant exceptionnalité des Black Indians de la Nouvelle-Orléans. On se rend compte, en fait, les chercheurs se rendent compte que des traditions à peu près équivalentes existent à d'autres endroits des Amériques, en Jamaïque, à Haïti, au Brésil, à Trinidad. Et donc, du coup, maintenant, l'idée, ça serait de faire travailler les chercheurs qui ont donc enquêter sur des terrains différents, les faire travailler ensemble pour montrer justement la manière dont la tradition Black Indian a pu exister sous des formes différentes en divers lieux. Et c'est justement quelque chose que l'exposition du musée du Quai Branly va mettre en avant au mois d'octobre prochain. Et donc, au-delà de la collaboration avec les musées, est-ce qu'il y a d'autres débouchés à la recherche universitaire? Oui, effectivement, les conférences que l'on donne habituellement lors de colloques ou d'événements scientifiques à l'université peuvent également se donner hors les murs, lors d'événements comme la Nuit des chercheurs à Nantes, ou dans des collectivités territoriales, dans des écoles. Une seconde piste pour les chercheurs qui veulent diffuser leur recherche, c'est de devenir consultant sur des projets documentaires. Donc c'est quelque chose qui peut se faire, ou pour des collections de BD historiques, pourquoi pas. Et puis une troisième piste, notamment lorsqu'on travaille sur le carnaval, c'est d'expertiser des projets d'inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut être amené à travailler en tant qu'expert d'un carnaval précis, par exemple. Donc ce sont trois pistes, mais évidemment, il y en a bien d'autres. Bien, merci beaucoup Aurélie pour ton intervention qui ajoute une valeur inestimable à cette vidéo. Merci à toi Baptiste de m'avoir invité. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes déjà des milliers à me suivre sur Utip, merci beaucoup. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que vous pouvez vous abonner à mon profil Utip sans pour autant faire de dons, juste pour suivre l'actualité de la chaîne et les publications. Et si vous le pouvez, chaque don est essentiel et permet à la chaîne de grandir, de s'améliorer en qualité et de réaliser des vidéos telles que celle-ci. Et pour soutenir la chaîne, rien de plus simple, quels que soient vos moyens, vous pouvez partager la vidéo ou laisser un commentaire pour le référencement YouTube. En faisant cela, vous soutenez aussi ce travail et c'est très important pour nous. Merci à Nantes Université d'avoir permis cette belle collaboration, à Aurélie Godet, maîtresse de conférences en histoire des États-Unis, à toute l'équipe du CRINI pour son accueil, à Antoine, mon cadreur, et merci à vous d'avoir regardé et apprécié cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, indiquez en commentaire votre recette de galette des rois préférée, mais de toute façon, tout le monde sait que c'est Frangipane. Les amis, ce fut un véritable plaisir que de vous présenter cette histoire avec un Y. J'espère vous revoir très vite, histoire de parler histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Ici, on parle d'histoire avec un grand Y.